bienvenue. J'espère que ça va, que vous n'êtes pas trop sur la digestion. Aujourd'hui, on va parler de Velero, un produit qui permet de faire des sauvegardes au sein de vos clusters Kubernetes. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Kube, vous n'êtes pas forcément sur la bonne conf, parce qu'on va parler pas mal de concepts de ce produit-là. Donc, je suis Rémi Vercher, je suis consultant chez Accenture, donc vous nous retrouvez en bas. Je suis plutôt un profil Ops qui aime bien les devs et qui les aide à mettre en prod leurs applis. Je suis certifié CK, CKD, enfin tous ces trucs-là. Et vous pouvez me trouver sur Twitter, LinkedIn avec le nickname rvercher. Vous pouvez trouver cette présentation directement sur présentation.vercher.fr, elle est déjà en ligne, c'est génial. On va parler d'un sujet vachement à la mode, qui est le backup. En effet, vous n'allez pas le trouver dans tous ces super mots-clés, DevOps, Cloud, etc. Mais pourtant, il en faut. Ce qu'il y a, c'est que le backup, c'est pas un truc super hype. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe du hype. Moi, je le mets plutôt en bas à droite, dans le sens où le backup, il en faut. Ça existe depuis longtemps. On n'a pas attendu Kubernetes pour en faire. Et voilà. Sachant que je suis pas super fan moi des backups, mais je suis encore moins fan de perdre des données. D'où ce talk ici, c'est de vous passer des informations là-dessus. Mais pourquoi on ferait du backup sur du cluster Kubernetes? Parce que Kubernetes c'est vachement bien. Franchement, il y a des conteneurs stateless, donc les données, on n'a pas à faire de backup de données. C'est du manifest YAML qu'on redéploie. On a de la CI/CD, on a du GitOps. Enfin, il y a plein de trucs super automagiques qui fait finalement les backups, ça sert pas à grand chose en fait. Parce que dans la vraie vie, chez des clients, chez des gens qui vont sur du cube pour des bonnes ou mauvaises raisons, on a des conteneurs qui sont stateful, on a des données persistantes, on veut quand même garder un certain historique quelque part, et puis on va faire un vrai PRA comme c'est possible. Plein de raisons, et une raison aussi qui est assez sensible, c'est que l'erreur est humaine, donc il peut arriver qu'on fasse des problèmes en prod. Pour faire ça, il existe plusieurs outils, et aujourd'hui on va parler spécifiquement de l'outil Velero. Donc Velero, je vais faire un peu d'histoire sur le projet, on va faire des grosses généralités, puis je vais aller un peu plus en détail sur comment ça marche sur un cluster. Donc Velero, il faut savoir que c'est un produit qui est vachement vieux, 2017, qui a été open sourcé par la boîte Apptio, qui a ensuite été racheté par VMware en 2018. C'est intégré à l'offre Tanzu, notamment TMC, donc il y a les gens de VMware pas loin, donc vous pourrez aller leur poser plus de questions là-dessus. Et comment ça marche et la fonctionnalité principale de Velero, c'est qu'en fait, ils vont faire les sauvegardes des ressources du cluster pour pouvoir derrière faire de la restauration. On peut faire de la migration de données, on peut faire de la protection, enfin plein de choses comme ça. Et ça va fonctionner avec des custom ressources, donc voilà, des beaux manifestes YAML. Et on va dire où sauvegarder, comment sauvegarder, quand sauvegarder, enfin voilà, les règles assez standards. Il y a deux composants qu'il faut connaître sur le Velero. C'est l'application Velero qui va tourner au sein du cluster elle-même qui va faire les backups. Et côté client, on va pouvoir piloter l'application. Sur un petit schéma d'architecture, ce que vous allez retrouver sur les docs, donc en effet, nous on est l'utilisateur lambda, le sysadmin, SRE, ce que vous voulez. On va lancer des jobs de backup, on va dire backup-moi telle application. Ça va les piloter, ça va envoyer des informations côté Kube API, et puis on a backup controller à l'intérieur du cluster qui va aller récupérer ces informations-là, dire ok, j'ai un nouveau backup à lancer, je fais mon travail, et derrière je vais exporter mes données sur le cloud provider. Ça marche comme ça. Comment ça s'installe? Il y a plusieurs méthodes d'installation, je passe assez vite. De mon côté, on est plutôt sur des chartes Helm, donc on va l'installer avec du Helm. Le post client au niveau de la CLI, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil ASDF, outil sympa pour pouvoir installer ce genre d'outil. Et après, donc on fait du Velero, et puis on va discuter avec le serveur directement. Une fois qu'on a installé ça, on va aller faire des tests, on va créer des premiers backups. Donc je vous d'ailleurs conseille ce super bouquin d'Aurélie Vache qui a fait la keynote hier, Understanding Kubernetes in Visual Way, si vous voulez connaître les concepts de Kubernetes. Et elle parle de Velero dans ce bouquin. Elle dit voilà, je vais créer un backup, je fais un Velero backup, create my backup, et puis c'est génial. Pour la restore, c'est pareil, je fais un Velero restore, c'est génial.
Et puis on peut sélectionner des trucs différents, dire je veux que namespace, je veux sélectionner que certaines applis, etc. Pareil pour les schedules, on fait un Velero schedule et puis c'est réglé. Donc voilà, on a vu ça, on dit bah, c'est nickel, facile. Euh, et puis bah, maintenant, moi je vais l'appliquer sur mes clusters qui sont en production. Et donc là, moi, ça fait un petit moment où je bosse chez un client et il faut mettre ça en prod et comment on met, comment ça va marcher, etc. Donc un petit contexte au niveau du client chez lequel je bosse, donc on va dire qu'on est sur la prod de confiance, contexte franco-français avec des clusters chez OVH Cloud et Scaleway. Voilà, c'est plutôt des applications hétérogènes qui sont hébergées sur ces clusters. On fait sur du backup S3 et on se donne la possibilité à la fois de faire du PRA sur du provider, le même cloud provider, ou sur du cloud provider différent, et pouvoir répliquer sur des clusters de test pour tester des montées en version avec des données de prod, etc. Tout au long du speak, je vais prendre pour exemple l'application Nextcloud. Je pense que vous devez connaître à peu près tous cette application. Ce qui est intéressant, c'est sur cette application, qui est certes standard, c'est qu'il y a plein de choses dedans. On va le déployer avec du Helm, il y a un déploiement d'application, il y a une base MariaDB, il y a du cache Redis, enfin voilà, il y a plein d'objets différents dans l'application. Donc une fois qu'on déploie cette appli, on voit, on a tout ce que je viens de dire, des stateful sets, des cron jobs, etc. Donc maintenant, c'est comment on va sauvegarder ça. Grande aventure. Donc je prends les how-to qu'on va retrouver sur les articles. Beaucoup de choses s'arrêtent très simplement, dire bah tiens, je fais un backup restore, merci, au revoir. Ok, bon, si c'est si magique que ça, on va le faire. Première commande, Velero backup mon application. Globalement, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on a une application par namespace. Donc je vais dire bah tiens, je vais backuper tout le namespace entier, puis c'est parti. Ok, tout va bien. Et puis on fait un restore pour tester, bah, tout va bien. Et puis on teste que l'application est bien restaurée, tout va pas bien. En effet, l'application redémarre, mais elle redémarre sans rien dedans. Parce que le premier fait, c'est qu'on a oublié de sauvegarder les données. Et en effet, Velero par défaut, il ne fait que sauvegarder les manifestes, enfin les objets cubes et pas les données. Donc il y a quand même un gros travail à faire sur cette partie-là, et on va en parler. Donc il y a deux possibilités de faire des backups de volumes persistants. Petit rappel, donc Velero, il va d'une part sauvegarder les objets cubes et les données persistantes. Données persistantes, on a trois moyens de faire ces sauvegardes-là, soit avec du snapshot, soit avec de l'export avec l'outil Restic. Comment ça va se passer avec les snapshots? En fait, il y a première chose, les snapshots via l'API du cloud provider. Velero, tout ce qu'on va avoir à gauche en rouge, c'est les objets cubes. Bon, ça, c'est exporté sur du bucket S3. Tout ce qui est en vert, en fait, Velero va aller piloter les cloud providers, puis dire bah là, tu me fais un snapshot de mes volumes, tu le mets dans un côté, et donc en Velero, il va les sauvegarder les noms des snapshots pour pouvoir derrière faire le restore. Deuxième point au niveau des snapshots, c'est qu'on est possible de passer par la CSI, la Storage Interface, Container Storage Interface, je ne sais plus. C'est à peu près pareil, sauf qu'en fait, on va déléguer la création des snapshots, on va dire à Cube lui-même de le faire. Donc en fait, on s'affranchit un peu c'est un peu plus agnostique dans le sens où il n'y a pas de lien avec l'API du cloud provider. C'est la solution que moi je préfère, sachant qu'elle n'est pas forcément très stable suivant les cloud providers sur lesquels vous faites ça. Comment ça s'active? Donc je disais, moi j'aime bien déployer avec du Helm, enfin j'aime bien. Je déploie avec du Helm. Des options à rajouter dans votre déploiement de chart, dire bah, j'active la feature de snapshot, j'active la feature de CSI et j'ai un petit plugin qui fait que tout ça va marcher comme il faut. Du coup, je teste pour vous. Donc ça, c'est en préparant le talk, j'ai testé sur mon environnement perso pour s'assurer que je disais pas n'importe quoi. Voilà, premier fail, ça marche une fois, deux fois. Puis au bout d'un moment, on voit qu'on a des fails qui marchent pas bien. Moi, j'aime pas pour ça, mais j'aime pas rester sur un échec. Du coup, j'ai échangé avec les équipes du cloud provider. J'ai dit, je comprends pas, mes backups ça passe pas, il y a un truc. Donc, on a réussi à résoudre ce problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des snapshots, faites attention aux limites de stockage que vous avez sur votre cloud provider. Typiquement là, il y avait des limites de quota. Je ne pouvais pas faire X snapshot, plus de X snapshot sur mon environnement. Donc c'est quelque chose à savoir, c'est pas lié à ce cloud provider là, à vous de faire attention quand vous faites des snapshots.
Point important aussi, les snapshots, comme son nom l'indique, c'est un instantané des données. On ne va pas considérer ça comme du backup long terme, de l'archivage. Donc c'est bien, mais sur du court terme, quoi. Sur la partie restic, c'est un peu différent. Tous les objets, ça va toujours être sauvegardé de la même manière. Par contre, les données, on va faire de la délégation à restic, qui est un outil différent, et qui lui va faire un gros tar GZ ou une grosse archive et qui va exporter ça sur un repository S3. Toujours au niveau pour activer ça, c'est assez simple. Voilà, il y a 2-3 options à rajouter. Donc au fur et à mesure, on rajoute des options pour que mon chart Helm de déploiement Velero réponde à mes besoins. On va continuer sur Restic. Sachez qu'il y a 2 méthodes de backup. Première méthode, c'est faire de l'opt-in. C'est-à-dire, par défaut, je ne sauvegarde rien, aucun volume. Et puis on va dire quel volume de dépod on va vouloir sauvegarder. Donc dans le cas de Nextcloud, on va vouloir sauvegarder éventuellement la base de données, éventuellement les données statiques. Ça se fait avec des annotations. Deuxième solution, c'est faire du opt-out. C'est ce qui est par défaut depuis la version 1.5. Là, à l'inverse, on va sauvegarder tout par défaut et on va dire ce qu'on ne veut pas sauvegarder. Typiquement, le cache Redis, il n'y a pas d'intérêt à faire de la sauvegarde là-dessus puisque ça va se reconstruire si besoin. Au niveau du restore, comment ça va se passer? On va être à peu près sur le même sujet, on va faire l'inverse avec quelques subtilités. Tout d'abord, on va valider les ressources, s'assurer que ce qu'on va restaurer peut fonctionner sur le cluster qui est disponible. Il est possible de faire de l'ordre de restauration. Perso, j'ai jamais eu besoin d'utiliser ça, mais c'est possible. Après, il est possible de changer de namespace ou de storage class. Le namespace, si vous restaurez sur un même cluster. Le storage class, c'est très utile quand vous changez de cloud provider. Et ensuite, il est possible de faire de mode incrémental. Par défaut, quand vous faites de la restauration, si l'objet est déjà présent, Velero va dire non, il y a déjà quelque chose, je ne vais pas restaurer. Pour les données, pareil, il y a 2 choses à savoir. C'est quand on est sur du snapshot, c'est simple, on va piloter le cloud provider. On va dire tiens, restaure-moi ce volume, tout va bien. Et après, on va mapper le volume le montage du volume sur le bon volume cube. Par contre, dans le cas de Restic, c'est différent. C'est qu'il va recréer un volume et après on va réhydrater les données. Moi, j'aime bien savoir comment ça marche en fait, cette réhydratation de données. Donc, quand vous faites un restore, c'est simple. Votre pod va démarrer. Restic va mettre un init container. On voit en haut à droite. Ici, Restic wait. Donc, en fait, c'est un init container qui va aller récupérer toutes les données du bucket S3. Il va télécharger, et puis une fois que tout est téléchargé, il va démarrer son pod classiquement. Donc là, on se dit, ok, il y a 2 méthodes, des snapshots, du Restic, qui fait de l'export S3. Quelle est la bonne stratégie? Donc, un petit tableau comparatif, l'un l'autre. Dans tous les cas, c'est non atomique. Sachez que quand vous faites du backup avec du Velero, entre le moment où vous le démarrez le backup et le moment où vous arrêtez, il peut y avoir des changements de fichiers, des écritures, des choses comme ça. Il y a des choses différentes, on n'est pas sur le même média sur du Restic. Snapshot, on peut considérer que c'est plus rapide vu qu'on est vraiment au proche de la donnée. Attention au chiffrement, il faut que ça soit supporté par votre cloud provider. Et l'avantage de Restic, c'est qu'on peut faire du cloud provider agnostique, on peut migrer d'un cluster à l'autre. Ça va pour l'instant? Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'on prend, l'un ou l'autre? Avant ça, je ne sais pas s'il y a des devs ou des ops ici. Je ne vais pas poser la question. Il y a une règle qui est assez standard au niveau du backup quand on fait de l'infra, et ça ne date pas de Cube. C'est la règle 3.2.1. Après, il y a la 3.2.1.1, la 3.2.1.1.0. La plus simple, c'est celle-ci, c'est dire on a 3 copies de la donnée. Donc j'ai ma copie qui est vivante, qui est de prod. Si je fais un snapshot, j'ai une deuxième copie. Si je fais du Restic, j'ai une troisième copie. Bon, c'est peut-être une solution. Après, il faut qu'on soit sur 2 locations différentes. Si j'ai mon snapshot qui est au plus près de ma donnée de ma prod et mon backup Restic sur un bucket S3 qui est ailleurs, sur une autre zone, une autre région, un autre cloud provider, on répond à cette question. L'autre point, c'est la partie location aussi. Il faut qu'on soit sur une autre, qu'on soit off-site. Donc là, dans le cas de cloud, c'est un peu compliqué d'être off-site du cloud. Mais on peut dire, on peut migrer ça ailleurs. Donc finalement, moi je conseille de faire les 2. Ça ne mange pas de pain. Par contre, il
il faut faire attention, il y a une espèce de matrice de compatibilité pour que ça fonctionne correctement. Si vous faites de l'opt-in, opt-out, enfin tous ces trucs-là que je vous expliquais avant, il se peut que ça ne marche pas. Typiquement, si vous dites je fais de l'opt-in, donc par défaut je ne sauvegarde rien et j'annote que les volumes que je vais sauvegarder avec Restic, quand on va faire des snapshots, le snapshot il va dire bah attends, tu as une notation qui dit que je fais avec Restic, donc je ne vais pas faire de snapshot. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand vous designez vos backups. Donc moi ce que je recommande, après à vous de faire ce que vous voulez, c'est de dire bah, je sauvegarde tout par défaut avec Restic et après je fais 2 schedules. J'ai pas parlé des schedules mais enfin très peu. C'est en fait on fait des espèces de une tâche cron qui va sauvegarder tous les jours, tous les mois, ce que vous voulez, toutes les heures. Et donc je fais 2 tâches comme ça, une qui fait que du backup avec du S3 et une qui fait que du backup avec du snapshot. Voilà, en jouant avec les options. Si jamais vous avez un doute que la partie snapshot CSI c'est pas très stable ou quoi, faites du Restic, ça marchera toujours. Du coup on parle de Restic, je vais faire une petite aparté dessus. C'est quoi Restic? Alors c'est un produit qui est, je sais pas quel âge il a, mais c'est des choses qu'on peut retrouver quand on fait du sysadmin classique. C'est un outil assez simple de backup qui permet de faire voilà, une espèce de gros TARGZ qui envoie ça sur des destinations différentes. C'est plutôt rapide parce que ça gère l'incrémental et a des dupes. C'est sécurisé parce que ça va chiffrer les données, ça va créer une espèce de repository chiffré là où vous sauvegardez. Et puis c'est intégré à Velero, donc c'est plutôt pas mal. Donc je disais c'est incrémental. Oui, mais c'est incrémental le backup. Donc quand vous faites un backup, le premier c'est un gros backup, puis après on va faire que l'incrémental, on va sauvegarder que ce qui a changé. On est d'accord? Et moi j'aime bien tester quand même la restauration. Du coup on va restaurer. Sauf que la restauration elle n'est pas incrémentale elle. Donc attention quand vous faites des jobs vous pensez d'immigration, d'être au plus près de la prod, sur la partie restore avec Restic, c'est pas pris en compte. Restic lui-même le gère, Velero avec Restic c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, si vous avez des calculs de RTO, RPO, faites attention. Par contre ce qui est cool c'est qu'on peut faire de la restauration partielle. En effet, si vous supprimez un fichier et puis l'utilisateur vient vous dire bah, excuse-moi j'ai supprimé un fichier hier, faut le restaurer. On va pas s'amuser à faire un restore complet du volume ou voilà, c'est un peu tordu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller naviguer un peu dans le dépôt de données et chercher le bon fichier, le récupérer et puis voilà, juste le repousser, ça c'est possible. Donc, je me suis dit bon, on va faire ça, c'est cool, je vais tester. Donc on exporte les secrets AWS pour pouvoir être sur le bucket. Et puis je vais parcourir mes fichiers. Puis là, à un moment donné, on me dit tiens, il faut un mot de passe pour chiffrer, pour accéder au dépôt chiffré. Bon, alors c'est quoi le mot de passe? Parce que jamais j'ai dit qu'à un moment donné qu'il fallait le mot de passe. Et Restic c'est sécurisé, il te le dit, il te dit bah voilà, c'est génial, il y a machin. Comme on en envoie en cube, je me dis bah tiens, on doit bien avoir un secret quelque part qui décrit le mot de passe de chiffrement de Restic. Donc je vous invite à ceux qui utilisent Restic chez eux à vérifier ce mot de passe là et à vite le changer. D'ailleurs, sachez que quand vous déployez avec du Helm, il n'y a pas possibilité de le changer à l'installation. C'est un peu embêtant. Dernier point sur Restic, ça va être l'atomicité. On dit ok, c'est pas atomique, mais il y a peut-être des options, des petits trucs à faire pour que ça le soit. Puis je me suis dit attends, t'es pas bête. Ce que tu vas faire, c'est que pour éviter les écritures, c'est que tu vas arrêter l'appli. Sur des applis non critiques, on peut se permettre des arrêts. Donc je vais scaler à 0 le pod. Sauf que quand on scale à 0, il n'y a plus de volume associé, enfin il n'y a plus de montage de volume. Mais Restic il s'appuie sur le montage des volumes. Et s'il n'y a plus de montage de volume, Restic il ne peut plus sauvegarder le volume. C'est une fausse bonne idée. Donc ne faites pas ça chez vous. Dernier point sur Restic, j'ai vu en préparant la conf que Velero réfléchissait à changer d'outil. Et donc je suis tombé sur l'outil Copia. Je vous invite à regarder cela. Alors ça peut être dans un autre environnement Kubernetes que Kubernetes, pardon. Voilà, c'est un outil qui est un peu comme Restic. Alors a priori en mieux ou qui correspond mieux aux besoins des gens de Velero. Donc allez voir ça. Donc je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionnait
voilà, le backup restore, la gestion des datas. Un petit point sur les hooks, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de faire des actions pré-backup, post-backup, pré-restore, post-restore. Tout ça, ça se fait toujours avec des annotations pardon, au niveau des pods. On va dire, bah, tiens, fais telle action avant, telle action après. Donc ça va être pas mal utilisé, on le verra juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais la commande que vous voulez lancer n'est pas disponible, vous êtes toujours à même de mettre un sidecar container qui permet l'action et de fonctionner ainsi. Vous avez la notation hook, pré-hook, backup, Velero, container pour dire sur quel container on va faire l'action. En général, quand on parle de hook, il y a les bases de données qui arrivent pas loin. C'est un effet comme on n'est pas sur de l'atomicité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui... C'est bon. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont amusés à faire des backups de bases de données en faisant juste un gros tar gz du volume slash var lib, je sais pas quoi. En général, ça se passe pas très bien. Donc pensez à faire des hooks là-dessus. Il y a deux possibilités. Il y a une option qui est pas mal, qui est fsfreeze, qui va freezer le file system là-dessus. Pour les bases de données, c'est moyen. Après, utilisez vraiment les outils SQL dump, donc enfin, MySQL, pgdump, tous ces trucs-là, pour exporter les données et ensuite faire le backup là-dessus. Ce qu'il y a, c'est quand on fait un backup, enfin, ça c'est du job de sysadmin, quand on fait un backup de base, à un moment donné, la base est loquée, donc il y a des problèmes de lecture-écriture. Donc on prend des vieux réflexes et on va faire ça sur des bases de réplica. Comme ça gêne pas la base de prod, quoi. Si jamais tout ça vous dites ok, c'est quand même un peu touchy, des fois c'est pas forcément besoin de mettre ça dans Cube, vous le mettez ailleurs, ou même mieux vous le mettez sur du service manager. Des fois faut juste être assez intelligent pour éviter les problèmes. Néanmoins, si vous souhaitez continuer à utiliser des bases de données dans Cube et vous dites ok, moi j'ai pas de problème avec ça, moi ce qui me manquait, c'est de dire j'aimerais bien avoir des blueprints pour dire tiens, j'ai telle nouvelle base de données, comment je la sauvegarde, et avoir une espèce de marketplace ou dire bah, tiens, Postgre, je vais les sauvegarder comme ça, etc. Côté Velero, j'ai pas trouvé grand chose, sauf à aller sur GitHub à chercher des gens qui ont fait ça à ma place. Par contre, côté Canister, c'est un outil qui permet de faire ça. Donc pareil, je vous invite à aller voir cet outil-là qui va gérer toute la partie workflow de backup d'applications plus haut niveau et notamment les parties bases de données. Alors vous pouvez soit l'utiliser, soit aller choper ce qu'ils ont sur leur dépôt, la manière de faire leur workflow. Voilà un peu pour toutes les généralités. C'est bon, on est large. Je vais vous expliquer maintenant un cas de migration que j'ai pu faire côté client, une migration cloud. Donc on a vu dans le contexte, en fait on veut pouvoir faire du PRA, faire d'autres choses comme ça. Là dans une maintenance programmée, l'idée c'était de migrer d'un ancien cluster où je ne pouvais pas faire des mises à jour particulières. Enfin voilà, j'étais un peu bloqué, il fallait migrer sur un truc plus récent, enfin, plus upgradable. Donc comment on va gérer une migration du coup cloud? L'idée c'est j'ai à gauche mon ancien cluster A, à droite mon cluster B nouveau. Bon, c'est assez simple en fait, avec tout ce que j'ai dit, c'est dire je fais mon premier backup, je mets tout sur Restic parce que si on veut être multi-cloud c'est peut-être mieux, sur du bucket S3. Du coup je fais côté cluster B, je fais la même chose, je vais installer Velero, je vais pointer sur le même bucket S3 et puis là je vais faire mon restore. Et puis ça va bien se passer. Alors globalement, ça se passe assez bien. Par contre, il y a quelques points de vigilance à faire attention. On sait très bien que dans l'informatique, le problème principal, c'est le DNS. Donc typiquement, quand on fait des migrations, attention à la migration de DNS, assurez que ça se propage comme il faut et que vous n'ayez pas vos modifications de DNS qui se fassent avant la fin de la migration ou inversement. Enfin voilà, votre downtime qui soit le plus court possible, quoi. Attention aussi à la version de Cube. C'est toujours mieux de faire du backup restore sur des mêmes versions où il n'y a pas de rupture de compatibilité d'API. Sinon, je crois qu'il y a des possibilités de le faire, mais je ne le conseille pas. Il est possible aussi d'exclure des ressources quand on restaure des trucs. Typiquement, ce qu'on va exclure, moi, quand je fais des backups sur des clusters de test, ça va être les ingress parce que c'est pas forcément les mêmes. On utilise beaucoup Cert Manager avec la gestion de certificats. Bon, une fois que mon certificat est déjà présent, j'ai pas besoin de le régénérer, puis des fois ça fout un peu le bazar. Donc on va faire ça.
Et j'en parlais, c'était le côté de changer la classe de stockage. Il faut savoir, quand on est sur des cloud providers différents, en fait, ils n'ont pas du tout la même classe de stockage. Et si on restaure un truc qui dit, bah tiens, utilise-moi tel type de classe de stockage qui n'existe pas, ça n'a pas démarré, quoi. Donc il y a tout ça. Et l'autre point aussi qui m'embêtait un peu, c'est de dire comment je peux faire. Ok, je fais mon premier backup, ça prend un certain temps. Enfin, ma première restauration. Mais entre le moment où je lance mon backup, j'arrête mon appli, je restaure, parce que si jamais il y a des données qui sont écrites entre temps, voilà, ça sera pas ISO, c'est qu'il va y avoir un downtime et je vais essayer de faire ça le plus court possible. Euh, Comment je peux faire? Donc, il y a la fameuse option, il dit bah tiens, je peux faire les updates des objets cubes, mais j'ai un problème toujours pareil sur les données en fait. Donc je peux pas faire de l'incrémental comme ça avec du backup restore avec la Velero. Donc j'ai cherché, et puis vieux réflexe d'admin system, dire bah tiens, bah, je vais tester avec AirSync. Finalement, AirSync c'est un truc qui marche. On va pas se prendre trop la tête. Donc on va déployer un pod sur la source qui va monter les volumes existants. La même chose sur la destination, puis on va faire du AirSync comme ça. Et puis au dernier moment, on arrêtera l'appli, on fera un dernier AirSync et puis on redémarre. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait eu des déploiements ou quoi entre temps, mais bon, ça fait le job. Bon, je me suis fait ça, je me suis dit, ouais, bah, c'est quand même un peu des bricoles. Parce qu'il n'y a pas mieux. Je n'ai pas trouvé. Et puis j'ai discuté voilà, avec des collègues, etc. Et j'ai un collègue qui me dit, ah, mais ça tombe bien, j'étais au Red Hat Summit, là, aux États-Unis. Il y a eu un gars qui nous a expliqué avec Cisco, ils ont migré je sais pas combien de clusters, d'applis, machin. Et ils utilisent un super outil qui permet de faire ça. Je me dis, bah, je suis content de savoir, qu'est-ce que c'est? Bah, ils utilisent OpenShift, bon, voilà, c'est Red Hat, ils sont sur de OpenShift. OpenShift Migration Toolkit, c'est for Container. Je me dis, ok, c'est cool. Et du coup, bah, comment ils font? Parce que moi, j'aimerais bien savoir comment améliorer mon truc là-dessus. Bah, ils font avec du Velero. Je dis, ah, déjà, pas trop mal. Mais du coup, comment ils gèrent le truc, la migration au plus proche? Bah, ils font du AirSync. Donc je me dis, bah, finalement, ma truc de bricolage, bah ouais, bah, ça marche quoi. C'est c'est plutôt pas mal. Donc du coup, j'étais plutôt fier de moi sur ce coup-là. Bon, et ça s'est plutôt bien passé, mais dans la vie quotidienne, il y a des trucs qui se passent forcément moins bien. Donc je vais vous partager quelques fails, parce que je sais que vous aimez bien ça. On va partir sur des backups qui sont mal passés, puis après des restores qui sont mal passés. Première erreur de débutant, c'est ne pas dire où est-ce qu'on fait le backup. Donc ok, on crée tout ça, on dit bah je lance le backup, et puis on dit ouais mais tu backup où? Sur du snapshot, du S3, non je sais pas, bah ça va pas marcher. Deuxième problème que vous allez rencontrer quand vous allez commencer à faire du backup de données assez conséquentes, c'est qu'il y a des histoires de timeout. Par défaut, Restic, au bout de 2 heures, ça va s'arrêter. Donc vous pouvez jouer sur ce paramètre-là. Autre point aussi, un des premiers backups qu'on a mis en place, on a dit ouais nous on est fou, on va sauvegarder tout le cluster. Allez hop, on envoie tout ça sur un bucket S3. Sauf que vous avez des fois des limitations sur les buckets, et au bout de 500 000 objets, il dit va falloir se calmer là, on va essayer de faire autre chose. Donc segmentez bien vos backups, soit par application, soit pour ce que vous voulez. Et puis c'est pareil, des fois il y a des choses dans le cluster, c'est pas besoin de sauvegarder quoi. Enfin, typiquement dans Cube System, toute la partie CSI, c'est fourni avec le cluster, on va sauvegarder ça. Un truc assez classique, le fameux OM killed. Voilà, mon pod il est craché parce que au niveau de la RAM j'ai explosé. Bon, vous pouvez jouer bien sûr sur la partie request et limit. Après, bon, grand débat, savoir est-ce qu'on met des limites sur la CPU, ça, je vous laisse choisir. Alors, quand un truc que j'ai appris, c'est que, alors je suis pas du tout dev, Velero, pardon, c'est je sais plus si c'est Restic ou Velero qui avait planté dans ce cas-là, c'est qu'il y a du Go et il y a du garbage collector en Go. Donc vous pouvez agir là-dessus pour améliorer les performances de Velero. Donc dans certains cas précis, vous pouvez le faire. Au niveau temps, on est pas mal.
Euh, Encore un point qui s'est mal passé. On fait des tests de migration, cluster A, cluster B, j'écris, je récupère, etc. Faut bien faire attention qu'à un moment donné, si vous avez deux applications qui pointent, applications de backup qui pointent sur le même dépôt, peut y avoir des accès concurrentiels. Donc pensez bien à mettre un en lecture seule, etc., etc. Sinon, vous allez avoir des problèmes comme j'ai eu, c'est-à-dire j'ai une restauration, etc. Et puis quand je fais le prochain backup, il va dire bah non, je peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui a loqué le dépôt de données, donc ça va pas bien se passer. Et puis bon, c'est pas compliqué, mais c'est chiant à gérer, quoi. Encore un backup qui s'est mal passé, ça c'est assez rigolo aussi, c'est que dans certains clusters, on a du NFS pour faire du read-write many parce que le cloud provider ne permet pas ça. Donc on contourne ça en installant un serveur NFS au sein du cluster et on expose du coup les montages NFS au pod et comme ça on peut faire du read-write many, c'est génial, etc. On peut scaler à fond les pods. Euh, Sauf qu'en fait, on va avoir du coup deux backups si on fait pas ça proprement. On va sauvegarder et le serveur NFS, enfin les volumes du serveur NFS, et les données du pod. Si on a plusieurs pods, j'aurais pensé qu'il était un peu bête et dire bah tiens, je vais sauvegarder autant de fois 4 pods. Non, il est quand même assez intelligent. On va les logs pour dire non, bah, ce volume-là associé au pod, je l'ai déjà sauvegardé une première fois, je vais pas le sauvegarder plusieurs fois. Au niveau des restores qui se sont mal passés, première erreur aussi, quand on est sur on fait du opt-in, c'est-à-dire qu'on ne dit que ce qu'on veut sauvegarder. Si jamais vous avez une mise à jour d'application et qu'il y a un nouveau volume qui apparaît et que vous ne l'avez pas annoté, ben, il ne sera pas sauvegardé. Donc ça c'est un peu le fail classique où voilà, quelqu'un qui vient dire tu peux me restaurer tel truc, je dis, ouais mais en fait il n'est pas dans le backup donc ça va être compliqué de le restaurer. Bug aussi assez rigolo, on peut faire je disais, on peut sauvegarder soit des namespaces complets, soit sélectionner un sous-ensemble d'objets avec les labels et les selectors. Donc je restaure, je me dis tiens, moi je veux qu'une partie de mon API, je veux juste la base parce que j'ai besoin à un moment donné de récupérer une donnée. Je vais restaurer en sélectionnant l'include avec le sélecteur app MariaDB blabla. Sauf que c'était mal annoté. Du coup, je n'ai eu que la base. Je n'ai pas eu les secrets associés, je n'ai pas eu les services associés. Bref, la base, elle a démarré dans un état un peu bizarre et je ne pouvais pas faire grand chose avec, quoi. Donc pensez à bien annoter, enfin, vous êtes sûr que c'est consistant en fait, de votre backup si vous faites des sélections. Autre point aussi, je parlais des bases corrompues. Donc je disais faire une grosse archive d'un /var lib MySQL, Maria, PostgreSQL, etc. Ça marche et puis des fois ça marche pas. Ça arrive que ça marche pas, donc pensez bien au dump, au pre-hook, pardon, dire bah voilà, je vais faire un MySQL dump de ma base de données. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous récupérez toutes les variables d'environnement pour scripter ça, c'est assez simple. Là-dessus. Donc ça c'est bien, vous avez un dump de la base. Faut-il encore pouvoir la récupérer cette base? Je ne sais pas si vous voyez la kubectl copy. Bah, il faut que vous ayez ce qu'il faut pour pouvoir faire la copie d'un pod sur votre poste. Et ça, des fois ça marche pas, quoi. Le dernier restore qui s'est mal passé, et ça c'est mon préféré, c'est des objets qui disparaissent. Donc ça c'est un truc assez rigolo. Je restaure mon application complète, c'est génial. J'ai mon pod qui redémarre, génial. Sauf que ce pod là, en fait, il est associé à un stateful set. Et mon stateful set, Velero, il a craché, il n'a pas restauré. Donc comme ça, on se dit on s'en fout. L'application elle tourne, c'est pas grave. Je le vois pas moi en tant que si je fais pas gaffe. Par contre, si jamais je delete mon pod, qu'est-ce qui se passe si je delete un pod et qu'il n'y a pas le stateful set associé? En fait, il n'y a plus rien. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, pour vous assurer qu'un restore s'est vraiment bien passé, c'est rejouer un déploiement après, pour s'assurer que si jamais il y a des objets qui est disparu, bah, que tout soit remis au propre. On va aller un tout petit peu plus loin, et puis j'aurai bientôt fini la présentation. Ok, Velero, on fait plein de choses, on peut faire d'autres choses à côté. Il y a un dicton qui dit qu'une application qui n'est pas monitorée, c'est pas une application qui est prodée, qui n'est pas en prod, quoi.
Bah, ça va être pareil hein, pour le backup. Si vous monitorez pas votre backup, ça sert un peu à rien de faire. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas génial. Sachez qu'il est possible d'activer des métriques au niveau de Velero pour avoir des métriques Prometheus. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui permet derrière de faire des tableaux de bord assez sympas. Bon, là c'est un tableau de bord justement où je vois un peu l'état de mes backups et on voit directement en rouge qu'il y en a un qui s'est mal passé. Donc après à moi d'aller investiguer pourquoi ça s'est mal passé, etc. etc. Bon, c'est un peu tricky pour faire ce qu'il faut, mais vous avez tout ce qu'il faut pour toutes les métriques qu'il faut pour que ça soit bien sauvegardé. Du coup, vous pouvez aussi faire de l'alerting. Vous monitorez ça. Bon, après, voilà, être alerté à 2 heures du mat parce que j'ai un backup qui est partiellement fail. À vous de voir si vous voulez être réveillé en pleine nuit pour ça. Après, vous pouvez traiter le lendemain tranquille, etc. Dernier point, tout ce qui est autour de Velero. Nous, on va utiliser aussi des outils qui sont sympas. Je ne sais pas si vous connaissez Kyverno, qui va vérifier des règles de sécurité et plein d'autres choses. Il existe des policies Kyverno qui permettent de valider que vos jobs de backup sont conformes à ce que vous attendez. Voilà, il existe pas mal de choses. Valider que les schedules sont propres. En effet, vous validez que vous pouvez ne restaurer que dans certains namespaces ou pas. Vous pouvez penser à plein de choses différentes qui vont bien. Vous pouvez automatiser, par exemple, dès que vous déployez un nouveau namespace, que ce namespace-là soit rajouté dans les backups, tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est un super outil Kyverno qui fait autre chose. Mais pour les cas des backups, vous pouvez l'utiliser. Les petits derniers conseils que je peux vous donner, c'est tout ce que je vous ai raconté là, au final c'est dans la doc. La doc est quand même pas mal fournie. Et il faut aller gratter un peu à droite à gauche et sortir on va dire des how to hello world. Super, je fais comme mon backup Nginx stateless et puis je le restaure. Donc allez lire la doc. Toujours pareil, hein, des vieux réflexes. Vérifier l'état des backups. Et surtout vérifier l'état des restaurations. C'est de manière régulière. Donc nous on le fait assez régulièrement parce que dès qu'il y a une montée de version d'applications un peu critique, en fait on va restaurer sur un cluster hors prod et on va faire les mises à jour comme ça. C'est une façon de faire. Et bien sûr si jamais vous voyez que c'est un peu tordu ou vous avez des trucs que vous pensez que ça passe pas bien, vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans le cube et penser au service manager, des fois ça marche aussi bien, quoi. Enfin voilà, vous refilez la patate chaude aux autres, quoi. Sachez que voilà, Velero, on a vu que ça lui. Bon, VMware TMC, c'est inclus dedans. On sait que OpenShift l'utilise aussi sur le projet de migration. Il y a un opérateur OpenShift pour faire du backup OADP qui permet ça. Nous, on l'utilise. Peut-être que vous aussi. Et voilà. Je vous remercie. J'espère que ça a été assez clair, qu'il n'y aura pas trop de questions. Et que vous avez appris plein de choses. Vas-y. Merci. Merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport à quand tu as un applicatif qui doit maintenir une cohérence entre tes données qui sont en base et tes données qui sont sur un volume. Ouais. Tu as dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'autre moyen que de couper ton app et donc du coup d'avoir une indisponibilité. Est-ce que, parce que imagine, tu as besoin de restaurer un backup à un instant T, comment tu maintiens la cohérence entre tes données et tes volumes quand il y a une dépendance forte de ton application entre les deux? Très bonne question. En fait, tu vas surtout fonctionner avec les hooks. Après, il y a un moment donné où tu vas dumper des données pour s'assurer que ça soit dumpé correctement. Enfin, je vois, moi, j'ai le cas d'Elasticsearch où on va pas s'amuser à faire un backup, un snapshot comme il faut. Il y a des outils dédiés aux applications pour faire les backups. Donc, tu vas déléguer la cohérence de la donnée à l'applicatif. Dire tiens, c'est lui qui va piloter en fait le truc. Je le ferai plutôt comme ça. Non mais imagine tu es dans le cadre où tu as disaster recovery, tu dois changer tu es chez OVH, tu dois passer chez Scaleway parce que chez OVH tout a cramé. C'est un exemple, hein, ça n'arrive jamais.
tu dois restaurer le backup de ta nuit, de ta base de données, et ton backup des données. Là, tu fais comment en fait? Parce que tu peux redémarrer une application et potentiellement, ça peut avoir des conséquences graves sur ton application. Ouais, bah, tu pries. Non, après, ça reste du DRP, on fait au mieux. C'est l'application spécifique, quoi, en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment de règles qui existent. Non, moi, les gros problèmes que j'ai eu en règle générale, c'est sur la base de données où on dump. On s'assure que c'est cohérent au niveau de la base. Après, quand ça commence à faire des interactions entre les deux, ça devient compliqué en effet. Après, s'il y a des gens qui ont des réponses à ça, je suis preneur aussi. S'il n'y a plus de questions, on va On arrêter peut là, conclure. Et merci à vous.